Bonjour Devox. Je suis Pierre Souchet, je travaille chez Criteo où je suis en charge d'une équipe qui s'occupe de la discovery, donc la découverte de services. Euh, Aujourd'hui, on va voir plusieurs choses. On va commencer par un petit récapitulatif sur l'évolution de la découverte de services, du moins tel que je l'ai vécu moi dans mon expérience professionnelle. Après, on va parler un petit peu de Consul. Alors, qui ne sait absolument pas ce que c'est que Consul dans la salle? C'est juste pour avoir... faut pas avoir honte, hein, de toute façon, je vais en parler un petit peu. Donc, on va d'abord expliquer ce que c'est que Consul, comment ça fonctionne. Ensuite, on va parler des challenges de l'utilisation de Consul dans une entreprise telle que Criteo. Et à la fin, on va terminer par le service mesh. Donc, on va commencer par un petit peu d'histoire sur la découverte de services. Alors moi, au début de ma carrière, quand j'ai commencé à travailler, donc c'était les architectures orientées services. Donc des architectures 3 tiers. Vous avez peut-être déjà entendu parler de JB, une partie web front, une app en elle-même, et puis une base de données derrière. Et puis on faisait du service façade, alors façade gigantesque. Donc c'était souvent des applications très très grosses, un peu façon notre regrettée Notre-Dame de Paris, des cathédrales. Donc vous avez entendu parler de JB, de Spring, de bus de messages, ce genre de choses. Donc c'était à peu près au début des années 2000. Donc dans ce genre d'application, vous aviez deux façons de configurer vos dépendances. La première, c'était dans les serveurs d'applications payants et ce genre de choses. Vous aviez souvent une sorte de registry dans lequel vous pouviez dire l'adresse de ma base de données c'est ça, l'adresse de mon bus de message c'est ça, etc., etc. Mais grosso modo, on avait quand même des services extrêmement gros, avec assez peu de machines au final, une redondance au niveau du serveur d'application et assez peu de configuration. Donc, si vous faisiez bien votre boulot, on pouvait éventuellement fournir un petit fichier de configuration qui allait se recharger tout seul quand il est modifié, et puis qui allait prendre à chaud les changements, mais les gens s'en occupaient pas vraiment, et puis bon, avoir un peu de downtime, c'était pas la fin du monde non plus. Donc, au plus, vous aviez 3-4 adresses dans votre grosse application. Puis, vers les années 2010, on a commencé à parler microservices. Alors ça s'appelait peut-être pas forcément exactement comme ça à l'époque, mais les gens ont commencé à faire des services. Alors pourquoi ils ont commencé à faire des services? Souvent, le problème de ces grosses applications monolithiques, c'était que c'est difficile à maintenir. Quand on veut faire une évolution, on risque d'impacter les autres, donc c'est dangereux. C'était souvent organisationnel. On voulait séparer en fait dans l'organisation les gens qui travaillaient sur différents services. Donc on commence à faire des services. Donc une application aujourd'hui, MyApp, elle va avoir, pourquoi pas, chez nous par exemple, elle va utiliser du Kafka, elle va utiliser des métriques, des bases de données, des memcaches, ce genre de choses. Donc on se met à avoir énormément de microservices qui doivent parler entre eux. Donc le petit fichier de configuration avec 3-4 lignes pour mettre des IP, ça ne marche plus. Il y a un autre aspect, c'est que avant on avait tendance à configurer des machines avec un port, et puis bon, ça marche, voire pas de port. Mais en 2010, on se dit, en fait, les machines, c'est pas terrible, on voudrait commencer à virtualiser tout ça, donc on veut des services, en fait, on veut pas des machines. Les machines, c'est quelque chose d'antan. Donc, il y a plusieurs stratégies qui ont été élaborées pour répondre à ce besoin. La première, c'est utiliser un des plus vieux mécanismes de discovery sur Internet, DNS. Malheureusement, on se rend compte que DNS, ça ne marche pas très bien. Il y a le problème des TTL. Souvent, DNS n'est pas très bien utilisé dans les librairies. Souvent, les ports statiques, il n'y a pas de définition de port, par exemple. Ou alors, on peut utiliser les server records, mais ce n'est pas très bien connu, c'est pas très bien utilisé. Puis de toute façon, au final, plus vos services vont être dynamiques, c'est-à-dire plus DNS va montrer ses limites. La solution qui était la plus souvent utilisée, moi je l'ai par exemple pas mal utilisée,
c'est de simplement déclarer des VIP. Donc on va installer par exemple un HA proxy ou un reverse proxy, peu importe. Et puis on va mettre tous nos petits services derrière. Et puis dans la configuration de notre application, on va se contenter d'appeler le nom de mon service. microservice.mycompany.com. Donc ça marche très très bien. Et puis du coup, on va être capable de mettre plein de services derrière. Quand on est dans une assez grosse structure, on se retrouve vite à avoir beaucoup de services. Nous, par exemple, il nous arrive d'avoir des services où il y a plus de 500 instances. Mais bon, ça fonctionne. Et du coup, votre reverse proxy va s'occuper lui-même de gérer la résilience. C'est-à-dire, il va avoir souvent ce qu'on appelle un health check. Et puis, il va regarder, ah, c'est ouvert, c'est bon, je peux envoyer le trafic dessus. Et donc, on va gérer notre résilience comme ça. Ça a quelques limites. La première, c'est que c'est un peu long à provisionner. C'est-à-dire que quand vous allez créer beaucoup de services, à chaque fois, il faut mettre une nouvelle VIP, la configurer, etc. Mais ça peut se faire via simplement de la configuration avec Git, et puis on peut arriver à faire marcher ce genre de choses. C'est un autre inconvénient, c'est que du coup, HA proxy, le proxy que vous avez choisi, va être l'élément central par lequel passent tous vos flux. C'est un trafic de type nord-sud dans un data center. Donc il y a une autre stratégie qui s'est mise en place à cette époque-là, notamment dans les très grosses entreprises de la tech. Donc vous avez Google, vous avez Netflix, Twitter, mais il y en a eu énormément. Il y a Airbnb, et même Criteo d'ailleurs. On s'est mis à faire quoi? On s'est mis à faire des bibliothèques qui vont gérer en fait le trafic. Donc à l'intérieur de votre app, vous allez inclure une bibliothèque, par exemple Finagle, et c'est elle qui va se charger de faire le routage vers les microservices. Donc votre application va intégrer cette bibliothèque, et puis la bibliothèque va répartir le trafic. Le gros intérêt de cette mécanique-là, c'est que du coup, vous n'avez plus de point central type HA proxy. Ça réduit aussi la latence, vous enlevez un hop. Donc c'est pas mal. Et ça a été utilisé de plus en plus. Alors pourquoi c'est vraiment bien? Parce que du coup, vous avez votre trafic qui se répartit d'est en ouest dans votre data center. Vous perdez un hop, donc vous gagnez de la latence. Le problème quand même, c'est que ça ne résout pas absolument tout. Premier problème, c'est quand vous avez cette librairie de client-side load balancing, il faut la piloter. Donc il faut une base de données d'une certaine façon. Donc on a le choix. Hein. Donc, dans la plupart de ces projets-là, ont été souvent utilisés par exemple Zookeeper ou TCD ou ce genre de choses, parce qu'ils sont de nature à être tolérants à la faute. C'est-à-dire que ça évite, il y a des notions de split brain dans un data center ou ce genre de choses, et donc ils sont résistants à ce genre de panne. Donc c'était souvent intéressant. Mais ça demande quand même un gros travail d'ingénierie pour structurer tout ça, pour savoir ce que c'est qu'un service, etc., comment le configurer. Il y a un autre problème, c'est qu'une instance, le fait qu'elle soit saine, c'est une information qu'il faut communiquer en fait. Pourquoi est-ce qu'il faut la communiquer? Parce que tant que votre app, il y en a une, il n'y a pas de problème, et qu'elle target, je ne sais pas, 500 instances d'un service derrière, il n'y a pas de problème. Mais si votre app, vous mettez en mettre 1000, eh bien, en permanence, ces 1000 instances vont devoir interroger les 500 instances qu'elles target de manière à savoir si elles sont saines. Donc il faut une manière de notifier en fait, et de définir ce que c'est qu'une application saine. Donc ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et enfin, le truc vraiment affreux, c'est que les gens ils aiment bien coder dans plusieurs langages, et souvent ces bibliothèques-là, elles sont portées dans un langage. Chez Criteo, par exemple, on l'a porté, nous, dans 2 langages, en C# et en JVM. Mais c'est un travail significatif de pouvoir l'apporter pour faire du Go, du Rust, du Python, du Ruby, ce qu'on veut. Donc c'est un petit peu, c'est pas très satisfaisant. Alors, en 2014, il y a la première version de Consul qui sort. Alors Consul, qu'est-ce que c'est? Consul, factuellement, c'est un système composé de serveurs, un nombre impair, pour gérer la tolérance de panne. Et puis, le cluster est composé aussi de clients. Et tous ces clients, ils ont une vraie existence, en fait, dans la base de données Consul. Consul, c'est quoi, en fait? C'est un KV réparti et faute-tolérant. Donc, il va permettre d'organiser, en fait, toutes les informations de discovery, et les nœuds vont être capables de savoir, chacun des clients Consul va être capable de savoir s'il est capable de se connecter aux autres. L'autre parti pris très fort, c'est de dire,
un nœud, donc un client, va publier des services, il va les publier sur son agent local, et l'agent local va communiquer au reste du cluster que ce service est disponible sur ce nœud. Alors, c'est un peu original, parce que d'habitude, on a tendance à dire simplement, je vais m'enregistrer auprès d'un service distant, mais là, Consul conserve l'information de j'ai tel service, et il va mettre à jour en permanence cette information sur le serveur. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il permet aussi de nourrir la définition d'un service en disant je suis sain si, par exemple, je réponds sur le port 80 ou un pass HTTP fonctionne, etc. etc. L'autre intérêt de Consul, c'est qu'il est orienté service. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de machine, on parle de service. Même si les machines sont disponibles dans le catalogue, ce qu'on appelle le catalogue, c'est-à-dire la grande base de données répartie dans Consul, au final, c'est vraiment orienté service. Il permet aussi d'avoir un fonctionnement en multi-data center, ce qui pour Criteo est très intéressant puisqu'on a 8 data centers. Mais grosso modo, voilà. Donc, mais factuellement, c'est l'équivalent d'un Zookeeper ou d'un etcd, c'est-à-dire une base de données, un KV réparti. Alors, concrètement, ce qu'il apporte, c'est la tolérance à l'erreur. Ce n'est pas un SPOF, c'est pas quand la base de données est par terre, ça peut continuer de fonctionner puisque vous avez une mécanique en fait, de consensus basée sur Raft. Donc il est orienté service, il a une connaissance de la topologie de data center aussi. Il permet donc de donner l'état d'un service et donc de toutes les instances de ce service et de la communiquer à tout le reste du cluster. C'est-à-dire qu'on peut facilement écouter Consul et puis être notifié de « Ah, il y a une nouvelle instance de ce service » et donc pouvoir réagir immédiatement. Enfin, c'est un outil assez simple qui s'ouvre comme une boîte à outils. Il contient un système de verrou, donc de lock, de mutex, un système de stockage, et il est assez simple à utiliser, avec de simples appels HTTP. L'autre intérêt, c'est que comme chaque client est disponible sur chaque machine, eh bien, vous êtes capable d'interroger Consul, et c'est lui qui se charge de faire l'indirection pour parler au reste du cluster. Donc en fait, vous avez une base qui, pour vous, est locale, mais qui en fait est complètement distribuée. Enfin, il propose pas mal de mécaniques assez simples à utiliser, par exemple DNS. Il permet de créer pour gratuit, entre guillemets, c'est-à-dire que chaque service va avoir un nom qui va être publié dans DNS. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que toutes vos applications legacy deviennent triviales à intégrer. Il suffit de remplacer un nom de machine par un nom de service, et puis ça va se mettre à marcher un peu magiquement. Enfin, il a un autre intérêt, c'est qu'il ne fait pas de présuppositions sur l'outil que vous utilisez en dessous. Aujourd'hui, il y a plein de systèmes de discovery, mais souvent, ils se reposent par exemple sur le fait de tourner dans Kubernetes, le fait de tourner dans tel ou tel cloud provider, etc. etc. Là, Consul est vraiment ouvert, c'est-à-dire qu'il va permettre de fonctionner sur un data center bare metal, mais ou en mixte, c'est-à-dire vous avez un data center, et puis vous faites un peu d'Azure, un peu de Google Cloud, etc. etc. Donc, il reste ouvert, c'est juste une adresse IP et un port, un service, concrètement. Donc, tout ça, on ne fait pas un produit très très innovant sur le papier, parce que etcd, Zookeeper faisait ça depuis longtemps. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Consul a été conçu avec une idée assez précise de ce que c'est qu'un service. Et du coup, les données, la structure de données qui est présentée à l'intérieur est assez raisonnable et permet de se sortir de pratiquement tous les use cases qu'on peut avoir. Parce que utiliser Zookeeper, c'est facile, mais structurer Zookeeper, nommer les choses à l'intérieur, etc., c'est très difficile, comme chacun sait. Donc, le gros intérêt, c'est que tout est déjà prêt, c'est une boîte à outils utilisable dès le début pour publier des services. Alors, nous, on a commencé à utiliser Criteo en 2016. Donc, à l'époque, on avait cette fameuse base de données qui nous permettait de connaître la liste de nos instances à un instant T, qui était polée régulièrement. Et puis donc, nos applications parlaient en Est-Ouest, comme ça, avec ce système-là. Donc, c'était une base de données cette base de données était attaquée avec du C# ou de la JVM, du Scala. Ça marchait à peu près, mais le vrai problème, c'est que Criteo a quand même... Donc pour ceux qui ne connaissent pas Criteo, en fait, c'est une boîte qui fait de la publicité en ligne. C'est une boîte française qui est assez grosse, même si peu connue du public.
C'est à peu près, aujourd'hui, c'est 35 000 machines. On a 3 000 types de services différents et environ 250 000 instances de services différentes. Et puis, on a des pics de 2,5 millions à 4 millions de requêtes par seconde, à peu près, et un gros cluster Hadoop. Donc, c'est une grosse infrastructure. Donc, quand on a commencé à installer ça à Criteo, on a commencé à avoir quelques petits pépins. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'installer Consul d'abord? La raison principale, c'est les conteneurs. Et pourquoi on fait des conteneurs? C'est pas pour être hype, c'est simplement pour pouvoir réutiliser des machines et avoir des cycles de vie plus simples. Quand vous avez beaucoup de services, à chaque fois que vous typez une machine, c'est-à-dire que vous lui donnez un rôle particulier, vous allez aussi devoir typer ses remplaçants. C'est-à-dire il faut du spare, c'est-à-dire qu'il faut une machine de remplacement qu'on puisse démarrer rapidement. L'avantage des conteneurs, c'est que les machines n'ont pas vraiment de type, et donc on va être capable de lancer n'importe quel workload dessus. Ça permet donc de réutiliser les machines, donc d'avoir moins de spares, et donc d'être plus efficace. Donc c'est juste pour des raisons économiques, basiquement. C'est pas simplement pour faire comme les autres. Mais en quoi c'est difficile? Le problème, c'est que au niveau de la service discovery, quand vous avez des instances de conteneurs, vous pouvez démarrer très vite une instance, l'éteindre très rapidement. Donc ça met des états à jour très vite. À Criteo, on a plus de 200 000 instances de service, donc ça fait beaucoup d'écriture en fait. Et donc ça fait énormément de notifications et énormément d'écriture dans le cluster. Donc chez nous, par exemple, le cluster sur un seul DC, il se retrouve à peu près à 1500 requêtes secondes quand rien se passe, puis jusqu'à 9000 requêtes secondes à peu près, simplement pour la discovery. C'est-à-dire simplement tous les systèmes qui écoutent les autres services et qui les découvrent, on est à peu près à 9000 requêtes secondes lorsque ça commence à chauffer un petit peu. Quand vous avez par exemple un gros service, par exemple composé de 600 instances, sur lequel il y a une modification toutes les secondes, si vous avez d'autres services, environ 2000 observateurs qui regardent ce truc, eh ben, ça vous fait 2000 requêtes secondes juste pour un changement. Donc, on parle de très grosse volumétrie et là, Consul a commencé pour nous à montrer ses limites. Donc, pour faire ça, au début, on a évidemment intégré Consul de manière très progressive pour remplacer peu à peu notre base de données distribuée, mais quand on a commencé à vraiment rentrer dans le dur, c'est-à-dire migrer les très gros services, là, on s'est retrouvé avec des gros problèmes d'instabilité, des gros problèmes de performance. Et donc, il a fallu travailler dessus. Donc, on s'est mis à patcher de manière très invasive Consul, et puis à essayer de tout pousser en open source. Ce qu'on a à peu près réussi à faire. Donc, l'ordre de grandeur, on est à peu près à 100 pull requests qui ont été poussés, environ 70 mergés. Donc, aujourd'hui, on est les plus gros contributeurs sur Consul au niveau mondial. On a également essayé d'envisager tout ça en fait avec une idée de pousser de nouveaux patterns d'architecture. Donc on a essayé d'utiliser par exemple comme on utilise le load balancing. Le problème du load balancing, c'est que quand vous avez des conteneurs, vous avez des grosses machines et puis des petits conteneurs. Vous ne pouvez pas envoyer le même load de un petit conteneur et une grosse machine. Donc du coup, il faut utiliser ce qu'on appelle des poids, des weights. Donc c'est le genre de fonctionnalité qu'on a ajouté. On a permis aussi d'ajouter des métadatas arbitraires à n'importe quel service. Tout ça, vous allez voir un petit peu après, mais ça permet du coup de construire en fait de l'infrastructure sur de l'infrastructure. Et c'est un aspect assez intéressant. On a mergé également énormément de pull requests pour faire de la performance. Et puis on a fixé quelques issues de sécurité. Donc tout ça est intégré maintenant dans Consul, donc vous allez pouvoir en bénéficier. Et même si vous en bénéficierez peut-être pas autant que nous au niveau des performances, de toute façon, naturellement, vous allez avoir quand même un système qui est quand même bien éprouvé maintenant et qui fonctionne vraiment à scale. On a aussi développé un petit outil qui est en lien là, qui est en fait une UI que je vous montrerai peut-être à la fin, qui permet d'avoir une UI vraiment scalable pour Consul et de supporter des milliers d'utilisateurs si besoin est. Donc, pour les bénéfices nets, des exemples d'improvement sur la performance qu'on a eu.
Avant, pour watcher l'intégralité des services de Consul, il fallait à peu près, on saturait une carte réseau. Donc maintenant, on est passé à peu près d'un gigabit seconde à 12 kilos par seconde pour faire la même chose. Nos serveurs étaient à 100% sur les 32 CPU. Maintenant, vous avez un CPU qui est environ à 100%. On était à 3 à 4 notifs par seconde. Et maintenant, on arrive à avoir le nombre de notifications minimum, c'est-à-dire le nombre de changements significatifs dans un service au niveau de tout le cluster. Avant, on avait environ un incident tous les 10 jours. Maintenant, on n'a pas eu d'incident depuis 5 mois. Donc tout ça est un travail qui finit par porter ses fruits. Et du coup, on peut commencer à construire de nouvelles choses. On est passé on a un outil qui semblait fragile pour les utilisateurs à quelque chose qui est robuste et qui est utilisable pour construire de nouveaux paradigmes. Alors, le premier gros travail qu'on a eu, excusez-moi, le premier gros travail sur lequel on a planché, c'était quand même de remplacer cette espèce de base de données qui nous permettait de faire du trafic est-ouest par quelque chose d'uniforme. Donc du coup, on a travaillé en priorité là-dessus, c'est-à-dire pouvoir, au choix, soit utiliser nos fameuses bibliothèques de manière transparente, ou un reverse proxy, ou un type F5 ou HAProxy, ou ce genre de choses. Du coup, qu'est-ce qu'on arrive à faire? On arrive à avoir une base de données qui va nous donner l'intégralité en fait, des services sur lesquels qu'on va pouvoir targeter. Et ces services-là, on peut les enrichir avec des métadonnées, notamment le poids du service, c'est-à-dire quelle quantité de trafic il va pouvoir absorber. Un autre aspect qui est très intéressant dans Consul, c'est la notion de health check. Comme je vous l'ai dit au début, le problème de toutes ces bibliothèques, c'est qu'est-ce que c'est qu'un service sain en fait? C'est pas si simple à définir. Parce que vous avez des services sains qui vont vous renvoyer HTTP OK tout le temps. Et surtout, le vrai problème, c'est que quand vous faites des health checks, vous avez deux types de health checks en fait. Le premier health check qui est le plus simple, c'est bonjour, j'ai un port ouvert et je peux répondre à une requête. Parfait. Le deuxième health check qui dit bon, je peux servir une page. Très bien. Mais au final, le fait de savoir si une application est saine ou pas, c'est parfois plus compliqué. Ça peut être, par exemple, j'ai besoin de détecter un deadlock. Ou j'ai besoin de regarder si mon cache, je peux encore m'y connecter, est-ce que ma DB, je peux m'y connecter, etc. etc. Ces health checks-là, pour qu'ils soient pertinents, parfois ils sont coûteux. Détecter un deadlock, ça a un coût réel. Le gros intérêt de Consul, c'est qu'il va encapsuler toute cette complexité, et donc vous allez être capable de mettre plusieurs health checks sur votre application. Par exemple, un health check idiot qui regarde si le port est ouvert, un health check plus compliqué mais qui tourne que toutes les minutes pour vérifier si vous n'avez pas un deadlock, et puis un troisième health check qui va je sais pas, vérifier si votre connexion à la base de données est saine. L'autre intérêt, c'est que ces health checks sont souvent considérés de manière binaire. Mais au final, quand on a envie de faire du trafic, on peut avoir envie de donner un troisième état. Pourquoi on peut avoir envie de donner un troisième état? Quand on se prend des milliers et des milliers de requêtes secondes, à un moment, votre application, par exemple, elle commence à garbage collecter, à faire ce genre de choses. Donc, le fait d'avoir un état « je suis mort, je vais bien et je vais bof », ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que si vous prenez un pic de trafic, par exemple, on peut supposer qu'un certain nombre de vos instances de votre service vont se mettre un peu à flapper ou à pas bien répondre, mais on n'a pas envie de les éteindre pour autant. Si on les éteint, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez 100 instances de votre service qui tournent, il y en a une qui devient rouge parce qu'elle a trop de trafic. Qu'est-ce qui va se passer pour les 99 autres? Vous récupérez son trafic. Et donc, ça fait un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à perdre une machine, vous allez perdre. Et on ne veut surtout pas de ça. Donc, l'idée derrière les poids aussi, la fonctionnalité qu'on a ajoutée dans Consul, c'est de pouvoir faire varier le poids en fonction de l'état du service. C'est-à-dire, imaginons que j'ai justement un état qui renvoie vert si je suis à 0% de CPU, enfin, ou à pas grand-chose, qui renvoie orange si je suis à plus de 90% de CPU, et rouge si je suis complètement... Enfin, il renvoie jamais rouge. Si on a ça, on est capable de définir dans Consul le fait de dire que
je vais avoir un poids de 10 quand je vais bien, un poids de 1 quand je suis à plus de 90% de CPU, et un poids de 0 quand je suis mort. Pourquoi c'est vraiment très intéressant? Parce que ça permet d'automatiser le load balancing. C'est-à-dire qu'en supposant que vous preniez un pic de trafic, et donc que certaines de vos instances vont commencer à chauffer, elles vont continuer à recevoir du trafic. Donc même en supposant que vous ayez cet effet de boule de neige, votre instance qui ne va pas très bien, on va lui envoyer un petit peu moins de trafic, elle va avoir une chance de revenir dans un état nominal. Mais en supposant que tout le monde reçoive trop de trafic, au final, tout le monde continue à recevoir du trafic. Et donc, vous n'avez pas d'interruption de service. Et c'est fondamental d'avoir ce troisième état lors du load balancing, sinon ça devient assez angoissant de baser son load balancing sur l'état de santé d'un service. Alors, basé sur les PR qu'on a fait, on a donc permis aussi d'ajouter de la métadonnée dans la définition de service. Alors, en quoi c'est intéressant? Un service, vous savez à quoi il sert. Donc, si par exemple j'ai un service que j'appelle ma base de données 1, on sait que dans ma base de données, il y a des données de type X, Y, Z. Quand vous avez une deuxième base de données, elle contient un autre genre de base de données, et puis il n'y a pas de problème. Quand on se retrouve dans une infrastructure où il y a énormément de services, donc nous on a à peu près 3000 types de services différents, ça devient très 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 compliqué d'ajouter tout ce qui est autour d'un service. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autour d'un service? Le metering. Donc, c'est-à-dire observer ce qui se passe dans mon service. Les logs, l'alerting, c'est-à-dire quand le service est par terre, il faut prévenir quelqu'un, etc., etc. Et ce dont on se rend compte, c'est que même si vous avez 10 bases de données, en fait, elles ont quand même des sémantiques qui sont communes entre elles. C'est-à-dire, par exemple, elles supportent l'authentification par Kerberos ou un service web, il peut parler Swagger et ce genre de choses. Et donc, l'idée, c'est qu'on va utiliser ces fameuses métadonnées pour enrichir chacun de nos services avec des données qui sont communes à plusieurs services. Par exemple, je parle HTTP, c'est une métadonnée. Je voudrais du HTTPS, c'est une métadonnée. Je veux parler OAuth2, c'est une métadonnée. Je parle Swagger, c'est une métadonnée. Préviens-moi quand je suis à moins de 40% d'instance, alerte quelqu'un, appelle escalation. Ça, c'est une métadonnée. Qu'est-ce que ça permet de faire? Avant, quand on provisionnait un service, donc provisionner une VIP par exemple, il fallait faire quoi? Il fallait ouvrir un Git repository, ajouter une petite entrée avec le nom de mon service, le nom de la machine, etc., comment je veux le provisionner, etc. Là, l'idée, c'est que... Alors, pourquoi ça a des limites, cette mécanique? La première limite, c'est que si par exemple vous mettez de l'alerting, vous dites préviens-moi quand mon service est à moins de 40% d'instance. Le jour où vous faites vos commits, le service il n'existe pas encore parce que vous êtes en train de le démarrer, votre service. Donc, ça sonne. Et puis, le jour où vous enlevez votre service, parce qu'un service, ça meurt au bout d'un moment, le projet, il est jeté à la poubelle, etc., faut nettoyer. Tout ça, c'est compliqué à faire. Et toutes les validations qu'on peut faire dedans, en plus, elles doivent être faites de manière très régulière. Qui own ce service? Qui le détient? Qui le maintient? Donc, tout ça, c'est très, très compliqué. Donc, comment ça marche? L'idée, c'est qu'on va être capable de mettre un certain nombre d'outils. Donc là, sur la droite, vous avez une boîte que j'ai appelée VAS. VAS, c'est quoi? C'est VIP as a Service chez nous. Qu'est-ce qu'il fait, ce composant? Ce composant, en fait, c'est un programme qui scrute Consul en permanence et qui regarde tous les services Consul qui exposent un tag HTTP et qui exposent un certain nombre de métadatas. Dès qu'il voit un nouveau service avec le tag HTTP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une VIP, tout seul, instantanément. Dès que des services sont ajoutés, supprimés, etc., il va les ajouter, les supprimer, et puis donc quand la dernière instance du service disparaît, la VIP est déprovisionnée. Donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez un système complètement automatique qui va être capable d'instancier des reverse proxy de manière transparente. Du coup, il y a quoi? Il n'y a plus un seul commit à faire. Vous déployez votre appli,
vous mettez le tag HTTP, ça marche. Pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser aussi? On l'utilise là, on se met à l'utiliser aussi, par exemple, pour faire de l'auto-alerting. C'est-à-dire que par défaut, quand il y a un service, si vous avez moins de 30% d'instances, ça va vous alerter sur un chan, voire ça va appeler quelqu'un la nuit sur le on-call, etc., etc. Donc tout ça est complètement automatique, et donc ça encourage en plus l'innovation. Un des problèmes dans une boîte comme Criteo, c'est que comme vous avez beaucoup de services, le jour où vous avez envie de réécrire l'instanciation d'un reverse proxy, si vous avez à migrer un outil d'un outil vers un autre, c'est très compliqué, c'est très long. Notre dernier changement sur le système de monitoring, il a pris 2 ans. 2 ans juste à migrer un repository d'un langage type, je ne sais pas, c'était Centréon, je crois, vers Prometheus, par exemple. 2 ans, c'est énorme. Alors qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que l'infrastructure est sa propre base de données, et on peut l'interroger. Ça veut dire que moi, je peux démarrer dans mon coin sur ma machine un petit projet qui va scraper toutes les informations de consul et créer automatiquement un reverse proxy pour le proxy à la mode du moment. Donc ça a un vrai intérêt. L'idée, c'est de pouvoir pousser de la sémantique et faire que des outils provisionnent pour nous ce dont on a besoin. Donc ici, je vous ai montré un petit exemple. Ça, c'est des métadonnées telles qu'elles sont vues dans Consul via notre UI. Et donc ça, c'est sur la partie gauche de l'écran. Donc vous voyez, il y a des métadonnées qui commencent par Swagger. Et qu'est-ce qui se passe sur la droite? On a créé une petite application qui a un catalogue de nos applications Swagger, qui va lire ces métadonnées, qui va les scraper en permanence. Et donc, au final, toutes les applications de la boîte qui parlent Swagger, elles se retrouvent dans cette appli, et puis on peut aller interroger les API, donc on a un catalogue d'API. Ce genre de choses, ça devient trivial à faire, juste en poussant des sémantiques. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de découpler les sémantiques business, donc les sémantiques ou techniques, des outils qui les implémentent. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de Consul Connect. Donc au début, quand je vous ai parlé un petit peu de l'historique de la service discovery tel que je l'ai vécu, je me suis arrêté en 2014. Mais le monde ne s'est pas arrêté en 2014, évidemment. Donc maintenant, vous avez beaucoup entendu parler de service mesh. Donc le vrai service mesh, tel qu'il a été inventé, au final, c'est bien antérieur à ça. Donc c'est souvent fait avec des bibliothèques, etc. Mais maintenant, on parle de service mesh d'infrastructure. Donc qu'est-ce que c'est? C'est, comme je vous l'ai dit, toutes ces librairies, ces bibliothèques qui permettent de se connecter sur le trafic Est-Ouest, elles ont un gros défaut, c'est qu'il faut parler leur langage. Donc, si vous êtes en Java, vous devez avoir la librairie en Java. Si vous êtes en Go, en Go, etc., etc. Donc, c'est très long à porter. Et puis, elles ont ce fameux problème de découvrir ce que c'est qu'un service sain. Parce que si elles sont 500, elles vont interroger 500 fois en fait, vos différents services. Et donc, vous allez perdre beaucoup de temps à essayer juste de découvrir si une instance est saine ou pas. Donc, vous avez entendu parler d'Istio, vous avez Linkerd, vous en avez plein en fait. Et donc, récemment, Consul s'est lancé aussi dans cette bataille avec un outil qui s'appelle Consul Connect. Donc nous, on est parmi les premiers utilisateurs, on a été parmi les premiers testeurs de cette fonctionnalité-là. Donc, comment ça fonctionne? Donc, le but, c'est donc de quitter le modèle qui est à gauche. Vous voyez que j'ai des grands talents de dessinateur. Pour arriver au modèle de droite. C'est-à-dire, les applis se parlent directement entre elles, et donc on fait du service mesh. Donc avant, on le faisait avec une CSLB, maintenant, on va le faire comme ça. Donc ici, sur la partie du bas, j'ai représenté simplement les consul serveurs, donc on est dans un cluster consul. Les petites boîtes avec des pointillés, en fait, ça représente quoi? Ça peut représenter une machine, un conteneur, peu importe. Et donc vous avez mon app 1 qui a envie de parler à service 1. Donc qu'est-ce qu'elle va faire en fait? Consul, lui, va se charger en fait de configurer un proxy. Donc ce proxy-là, il va tourner comme ce qu'on appelle, sous forme de concept de sidecar, au final. C'est-à-dire un petit process qui va tourner sur ma machine sur localhost et qu'on va être capable d'interroger en HTTP directement. Et ce que va faire ce proxy, c'est d'une part, il va trouver les différentes targets de service 1. Il va implémenter des mécaniques de retry, etc., etc. Et surtout, en plus, il va vous encapsuler tout ça dans du TLS. Donc TLS, c'est SSL, enfin c'est HTTPS, quoi, en gros. Pourquoi c'est intéressant? Parce que
tous ces trucs-là à faire, c'est extrêmement compliqué. Bien le faire. C'est-à-dire que nous, par exemple, notre librairie actuelle de load balancing, qu'on maintient donc on en maintient deux du coup, on en maintient une pour la JVM et une pour le C#. En gros, c'est 10 000 lignes de code qui sont hyper fragiles. Quand vous cassez un truc là-dedans, vous voyez tout de suite. Ça a un coût gigantesque. Gérer du load balancing de manière efficace, etc., c'est très très compliqué. Avec du TLS, c'est encore pire. Et donc, ce que permet Consul, c'est de délivrer à chacun des agents, à chacun des éléments P, là, les différents certificats TLS qui vont permettre de faire une authentification mutuelle, de configurer tout ça de manière un petit peu magique. Et en gros, votre application, plutôt que de parler à une machine distante, elle va juste parler à 127.0.0.1, et c'est lui qui va se charger de router toute la partie technique. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que ça ouvre la voie à plein de choses. Ça ouvre la voie à un meilleur monitoring de ce qui se passe. Et puis, il y a une autre fonctionnalité qui est vraiment, vraiment intéressante là-dedans. C'est ce qu'ils appellent les intentions. Les intentions, c'est quoi? C'est simplement de pouvoir accepter de la part d'un service du trafic ou pas. Donc, en gros, c'est des ACL qui vont permettre de dire MyApp1 va pouvoir se connecter à mon service 1. En revanche, MyOtherApp, elle n'a pas le droit de s'y connecter, point à la ligne. Alors, ça a l'air de rien quand on a juste 2-3 services. Mais quand on a des milliers et des milliers de services, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. L'autre aspect qui est vraiment, vraiment intéressant là-dedans, c'est les dependency graph. Dans un monde de microservices, ça devient très, très, très compliqué de savoir qui appelle quoi. Quand vous avez un microservice qui tombe en panne, qu'est-ce que ça veut dire? Qui va tomber en panne? Est-ce que mon service business principal qui me rapporte tout l'argent, il va tomber en panne aussi? C'est une bonne question à se poser. Et c'est très difficile aujourd'hui dans un monde de microservices de grapher tout ça. Donc vous avez des outils pour le faire, mais en être sûr, c'est pas simple. Donc vous avez peut-être utilisé déjà Zipkin ou ce genre de choses, mais là, ça vous garantit que personne n'ayant été déclaré ne puisse appeler votre nouveau service, et donc ça va vous permettre de faire des dependency graph et donc de voir quand quelque chose tombe, qu'est-ce que ça peut impacter au final. Donc c'est un des aspects qui, pour moi, sur le point de vue architectural, est vraiment, vraiment intéressant parce que ça devient compliqué aujourd'hui dans une architecture de microservices de gérer les impacts d'une panne. Alors, j'ai le temps peut-être pour une petite démo. Alors, c'est vraiment une démo vite fait. On va voir si on s'en sort. Oui, on faut peut-être agrandir un peu. Donc là, c'est une petite présentation donc, de la fameuse UI qu'on a fait pour Consul, qui permet de chercher très très vite en fait des éléments. Donc là, vous êtes capable de lister tous les services sur un data center. Donc, je vous ai montré tout à l'heure l'UI de Swagger, par exemple. Voilà à quoi ça correspond. Là, vous voyez, je suis capable de lister en quelques secondes tous les serveurs qui parlent Swagger, tous les serveurs qui parlent HTTP, il y en a beaucoup, là pour le coup, etc. etc. Et donc là-dedans, bah, pareil, on va être capable de filtrer en fonction de l'OS, de tout un tas de métadonnées. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit test sur l'inversion de contrôle. Alors, attendez. Donc ici, j'ai un petit template assez simple qui va chercher des tags et va publier un résultat. Ce qu'on aimerait faire, en fait, c'est donc chercher un service qui s'appelle Devox et en être prévenu et générer un petit fichier, par exemple en JSON ou en YAML. Donc on va le faire en YAML pour commencer. Donc ici, ce que ça fait, grosso modo, donc vous avez ce moteur de template qui tourne. Donc tout ça est open source. J'ai déjà donné le lien dans la présentation, mais donc à chaque fois que les données changent, vous allez avoir ici en fait les informations qui vont s'afficher en temps réel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va scaler notre app.
Voilà. Vous voyez, immédiatement, on a eu l'information de « j'ai un nouveau service disponible ». Et tout ça est assez trivial, en fait. Vous avez juste un petit template qui va vous générer un fichier. Puis on va le générer en YAML, tant qu'à faire. Voilà. Donc générer un fichier de configuration, par exemple, pour votre outil qui va instrumenter des nouveaux services au-dessus de l'infrastructure, devient vraiment, vraiment simple. Vous êtes capable de générer sa conf de manière triviale, d'être prévenu de toutes les modifications, et donc de pouvoir créer des services au-dessus des services. C'est ça un peu la vraie nouveauté, c'est d'arriver à faire que votre infrastructure soit une base de données qu'on puisse interroger et avec lequel on puisse travailler de manière efficace. Voilà, c'est à peu près tout. Je peux peut-être vous montrer une dernière chose aussi qu'on a fait aussi, qui permet d'avoir une timeline en fait de tout ce qui se passe dans un data center. Attendez, je vais pas prendre. On va prendre la... Bon, je vais avoir un effet démo à tous les coups, mais bon, faut jamais faire de démo. Mais logiquement, ça devrait finir par arriver. Je pense que c'est juste la connexion qui est un petit peu faible, parce que comme on a beaucoup de services, ça bouge beaucoup. Voilà. Donc tout ça bouge en temps réel, et donc vous pouvez chercher vos différents services. Par exemple, si on cherche mon nom, là vous voyez, c'est l'instance que j'ai scalée tout à l'heure. Et donc, si on la modifie, ça devrait se mettre à jour en temps réel. Bon, enfin, on va arrêter là. Voilà, voilà. Vous avez des questions ? Alors, juste une question bête. Au final, donc, est-ce qu'il y a une version Consul Criteo ou est-ce que vous avez tout fait par pair? Est-ce que c'est intégré dans Consul classique maintenant? De même, même question pour le Consul Connect finalement. Alors, tout est alors, il y a deux aspects. Donc, sur les 70 PR, sur les 100 PR qu'on a fait, il y en a 70 qui ont été mergés dans l'upstream. Il nous reste aujourd'hui, sur la version qui tourne en production, il nous reste 3 patchs seulement. Sur les 100 qu'on a fait, il nous en reste 3. Il y en a un qui est très significatif pour nous en termes de performance et qui est en train d'être mergé, mais d'une manière un petit peu différente. Mais grosso modo, absolument tout ce qu'on a fait a été reporté dans la version open source. Tout à fait. Sur la version Connect, on est en train de travailler. En fait, aujourd'hui, Connect, l'instanciation du proxy se fait de manière standard avec Envoy. Et nous, on est en train de développer le support pour HAProxy aussi. C'est-à-dire qu'on sera capable de choisir son proxy, et ça, c'est nous qui sommes en train de le développer, mais ce sera sans doute mis en open source aussi dès qu'on aura une version fonctionnelle. Et donc, l'outil que vous avez vu aussi, l'UI, s'appelle Consul Template RB, et elle est disponible, et tout est disponible en open source directement, et ça se lance en quelques secondes. Il y a même une petite vidéo explicative. Vous verrez que mon anglais est très, très lamentable. Merci.